Salut, c'est Lucille. Hello, c'est Laetitia. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet extrêmement original. On va vous parler de la nouvelle saison, de la première saison de Love is Blind France. Yes. Je vous le dis, c'est un sujet qui a été proposé par Laetitia, très enthousiaste à l'idée de parler de cette télé-réalité Netflix que je n'avais pas prévu de regarder. Après avoir regardé, moi j'ai regardé les saisons américaines il y a quelques années déjà, et il s'avère que dès les prémices de cette histoire, dès le trailer, dès que tu as commencé à m'en parler, même les Américains se sont chauffés sur cette télé-réalité. Ça, pour eux, c'était d'avance la meilleure saison de Love is Blind ever. Alors, ce qu'il faut savoir, donc Love is Blind, le concept, c'est donc 16 mecs, 16 meufs, chacun d'un côté d'un mur. Ils se font des rendez-vous dans des pods sans se voir. Et au bout de 10 jours, ils doivent décider s'ils veulent se marier ou pas sans s'être jamais vus. Ils peuvent décider avant aussi s'ils sont très précis. Oui, c'est la version plus de l'émission qui a fait connaître Nabila à l'époque, qui était L'amour est aveugle, où des gens se rencontraient dans une salle dans le noir et devaient décider s'ils voulaient s'embrasser, se pécho et repartir ensemble ou pas. Alors moi j'ai aussi une référence plus vieille, mais c'est pas un peu le concept de tourner manège ? Je connais pas. Alors pour les personnes qui sont grabataires comme moi, tourner manège, en fait c'est un truc français déjà, avec un très bon titre, et pareil, les gens étaient derrière une sorte de faux mur et répondaient à des questions des deux côtés du mur. Ça a été parodié par les Inconnus, il me semble. Oui, j'ai la parodie en tête, et j'ai la version Drag Race aussi. Ah bah tu vois à quel point c'est une vraie ref, et du coup c'est un peu le même principe en vrai. Oui, sauf que là ils avaient pas 10 jours. Et là, il n'y a pas de présentateur qui te parle tout le temps et qui t'incite à poser des questions. Là, ils se parlent de ce qu'ils veulent. Ils ont des listes, ils ont des petits carnets et tout. Oui, ils ont des conversation starters. Ouais. Genre, ils ont des jeux à gratter, des roues avec des questions à poser. Ils ont des petites activités pour s'occuper. Mais après, il y en a qui arrivent avec leur petite liste de questions, etc., etc. Aux États-Unis, ça s'est lancé là-bas. Il y a déjà 9 saisons. Il y a la 9e saison qui vient de sortir. Les épisodes sont. Je suis en plein watch. Vraiment, je suis dans ma. Ça fait 2 semaines que je mange, je dors, je vis Love is Blind. Je vis ma meilleure vie, personnellement. J'adore cette émission. Il y a eu des versions en Angleterre, il y a eu des versions au Brésil, il y a eu la version Émirats Arabes Unis. Je crois qu'il y a eu une version suédoise. Non, mais il y en a eu des milliards. Moi, j'ai regardé sur Netflix, il y a vraiment tout le badge de trucs. Et c'est vrai que la France, il n'y avait pas eu. La France, il n'y avait pas eu. Alors, en France, ça s'appelle... pour le meilleur et à l'aveugle, parce que comme il y avait déjà une émission qui s'appelait L'amour est aveugle, ils n'ont pas eu l'autorisation de s'appeler pareil, je suppose. Bon, après, Love is Blind France, c'était bien aussi. Hein. Voilà, mais je crois que les Américains ont kiffé qu'il y ait un petit côté français, je pense, qu'il y ait un titre français et tout. Puis les Français aiment bien faire les trucs à leur sauce, avoir leur propre titre. Et effectivement, avant même que l'émission soit lancée, il y avait cette espèce d'engouement parce que ils se sont dit, en France, c'est le pays de l'amour, va y avoir du drama. Et on n'a pas été déçus, on a eu du drama. Alors de l'amour, du romantisme non plus, mais du drama, ça oui, on en a eu. Du coup, donc en fait, il y a autant de gens que ce que tu dis. Il y a énormément de gens qui commencent dans les pods, mais au fur et à mesure, Netflix étant ce qu'il est, choisit des personnes en particulier, des couples qui se forment en particulier, pour les mettre en avant dans la narration, puisque du coup, tout ça est quand même très... en fait, c'est de la télé-réalité, dans le sens, c'est quand même scénarisé. Oui, c'est un peu scripté, tout le monde n'est pas montré. C'est ça, il y a des gens qui sont montrés volontairement sous un aspect très très négatif. Bon, on imagine que c'est parce que aussi, il faut dire des choses négatives pour être pris un peu comme ça, mais il y a la méchante de l'affaire qui a toujours un peu dans les trucs Netflix. Cette année, elle était gratinée. Elle était très gratinée, c'est Sarah. La mean girl originelle. Elle est atroce. Et puis, du coup, elle finit pas dans un couple, donc elle ne dure même pas tout le temps de l'émission, mais ils la font revenir tellement elle est iconique. Bah oui, parce qu'elle va venir pour confronter le mec qui a eu l'audace, visiblement, d'après elle et d'après ses copines, de choisir une autre femme. De choisir Julie plutôt qu'elle. Mais du coup, Julie qui a parlé de sexualité une fois dans les groupes de femmes, et tout de suite, elle s'est fait qualifier de tous les noms par Sarah. Oui, c'était la chouin de l'aventure. C'était la chouin du groupe. Et donc, qui est une phrase qu'elle dit plusieurs fois d'ailleurs, et qu'elle assume, même si c'est à tous les niveaux un problème. Oui, qui assume à moitié, parce que quand même dans l'épisode de réunion, mais on prend les choses un peu à l'envers, on va revenir sur le début après.
Dans l'épisode de réunion, elle dit quand même à un moment, je sais pas si j'assume encore tout aujourd'hui. La grande question, c'est est-ce qu'elle est allée présenter ses excuses pour tous les propos où elle a dit cette meuf a une vie chiante, c'est la chouin de service, etc. Il y a eu un mix etc. entre elle l'a traité de meuf chiante et aussi de gros aspect. On était sur vraiment, c'était très tout. Elle avait tous les défauts. C'est vraiment la chouin ennuyeuse, quoi. C'est possible. Je sais pas. C'est une nouvelle classification. Sarah a trouvé un truc. Et donc donc il y a effectivement il y a la méchante, il y a les groupes, il y a les couples dont on sait qu'ils vont durer, il y a des couples dont on sait qu'ils vont exploser. On regarde ça avec une sorte de je sais pas si les gens, tu me diras, hein, mais si les gens qui regardent ça se disent ça, regardent ça comme un Disney en mode j'espère que l'amour va triompher à la fin. Je pense qu'on veut quand même du drama, on regarde ça pour le drama. Je pense qu'on regarde ça pour le drama, un peu comme toutes les émissions de télé-réalité. Tu regardes pas Secret Story en disant cette année ils vont tous être copains, ils vont pas s'engueuler. Après, moi, j'aime bien les moments copains dans Secret Story. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais quand je regardais, comme dans le Loft, les moments de vraie amitié qui se créaient, ou les trucs où tu sentais que ça allait transcender l'émission, ça fait quand même plaisir. Mais il faut que ce soit un petit... En fait, il faut qu'il y ait de la profondeur, et malheureusement, c'est vrai qu'en 10 jours, t'as pas vraiment le temps de créer vraiment beaucoup de profondeur dans un couple, je pense. Dans Love is Blind, déjà dans la vie, à moins que tu sois dans un couple de lesbiennes et que du coup, ça fasse 10 jours de date ininterrompu. Et là, potentiellement, t'as des bases pour un mariage. Mais chez les hétéros, non. Du coup, il y a plus tendance à avoir du drama, même si parfois, il y a eu quand même quelques belles histoires. Et d'ailleurs, dans les versions US, il y a 2 couples qui sont mariés depuis la saison 1. Donc, je crois qu'ils fêtent leurs 7 ans de mariage cette année. Alors, félicitations à eux, mais c'est vrai que du coup, vu le nombre de couples créés, ça fait quand même qu'il y a eu beaucoup de rejets, il y a eu beaucoup de trucs à pas marcher. Je crois qu'il y a à peu près 5 couples par saison qui sont suivis. Donc, il y a 9 saisons aux US, donc faut faire le calcul. C'est ça. 45 couples qui sont suivis. Plus ceux qui se mettent ensemble et qu'on ne montre pas. Et je crois que parmi les couples qui sont encore mariés, moi, de tête, je peux en citer peut-être 5 dans la version US. Ok, donc on est à 10%. Voilà. 10% de réussite. Ça vaut le coup si t'es vraiment désespéré de la life et que tu t'en as marre des applications et que t'es prêt à mettre ta vie privée, tes parents et tout, dans une télé-réalité Netflix, mais ça fait quand même peu, quoi. On n'est pas dans le... du coup, donc, donc au début, on nous présente, tout le monde prend les apéros ensemble, avec ces fameux verres à cocktail et à vin, dorés, en lamé doré. Et vous savez à quel point, maintenant, vous commencez à savoir à quel point j'aime ce qui brille. Alors, est-ce que tu sais pourquoi ils utilisent des verres dorés? Pour qu'on voit pas qu'ils boivent de l'alcool. Non, c'est faux. C'est quoi? Ils font ça parce que comme le montage il est fait en sorte de façon à ce qu'on sache pas quelle scène est tournée à quel moment, c'est pour éviter qu'il y ait des incohérences au niveau du niveau dans les verres. C'est très logique. Merci pour ce petit parce que c'est vrai que tout le monde se pose la question. Tout le monde se pose la question. Je crois que j'ai écrit un article dessus. Et ça sert parfois. Et surtout ça donne envie de les acheter ces putains de verres. Vraiment, à chaque fois que je les vois, je me fais ce serait stylé que je bois mes petits verres comme dans ma télé-réalité. T'as envie d'avoir un petit verre monogrammé Love is Blind parce que peut-être que ça se trouve. Hein. Mais en vrai, j'adorerais. Je serais dans le canapé comme ça, là, exactement. Je parlerais à mes enfants et je ferais des dramas exprès. Je ferais la méchante originelle avec mon verre. Dès que j'aurai le verre, je serai méchante. Et du coup, voilà. Donc il y a ces trucs. Donc il y a ces scènes-là un petit peu. Ils rencontrent aussi les personnes qui présentent l'émission. C'est-à-dire que dans l'émission américaine, c'est présenté depuis des années par le même couple. C'est Nick et Vanessa Lachey qui sont mariés depuis. Exactement, et qui sont un couple pas forcément de célébrité au départ, même si c'est des gens célèbres, mais c'est pas des gens célèbres déconnants. C'est des célébrités de télé-réalité un petit peu. C'est ça. Non, mais je crois que Nick Lachey c'est un acteur initialement. Oui. Ou un chanteur, je sais plus. Je crois que c'est un ex d'une meuf connue. Je crois que c'est un acteur. Je crois que c'est aussi l'ex d'une meuf connue. Je pense que de toute façon, toutes les stars sont des ex de meufs connues. C'est ça. Mais je crois que lui, il était vraiment connu pour ça. Et du coup, parce qu'il a quitté pour se mettre ensuite avec cette femme-là et tout un truc et tout machin. Mais bon, du coup, le fait est que c'est un couple solide, on le sait, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Et quand on les voit, on y croit. Oui. Moi, je trouve que c'est un couple qui marche très bien. Et en France, fallait trouver un peu l'équivalent en termes de charisme, de machin. Et ils nous ont ramené un couple assez étonnant. Teddy Riner et sa femme, dont j'ai oublié le prénom, c'est horrible, je me sens anti-féministe. Loutna, je crois. Plocus. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que eux ne sont pas mariés. Alors, ils sont pas mariés. Ils sont très beaux. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, elle est incroyable. Mais il faut dire la vérité aussi. Je sais pas, j'y crois pas trop. Alors, enfin, en termes de complicité, en fait, on voit que Teddy Riner n'est pas habitué à faire de la présentation. Moi, je les ai pas trouvés très bons sur la présentation. Il est pas très à l'aise sur la réunion. Ils ont pas été incroyables.
Après, je pense qu'on leur donne des questions aussi. Ils doivent faire un peu avec ce qu'on leur propose. Mais... Et alors, pour leur défense, la première saison, j'ai pas non plus trouvé Nick et Vanessa Lachey exceptionnelle. Et en fait, je pense qu'ils ont entendu les critiques. Et vraiment, sur la dernière saison, donc la saison 8, la dernière saison que j'ai vue en entier, ils étaient meilleurs. Non seulement ils étaient meilleurs, mais en plus, ils étaient sauvages. Okay. Parce que vraiment, à la fin de la saison, t'as un épisode réunion qui se passe 1 an après les mariages, etc., etc., où tu fais le point, tu revois toutes les séquences qui ont un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux et ils posent des questions. Et là, vraiment, cette fois-ci, ils sont venus poser les questions qui font mal. Genre, ils prennent le mec qui est accusé d'avoir trompé sa meuf et ils disent « Voici les captures d'écran des messages que tu as envoyés. » Ah, ça donne vachement plus envie. Bah alors, on va faire un petit point rapidement quand même. Donc, il y a effectivement, tu as raison, il me semble 5 couples qui ont été choisis. Donc, on a, chez les garçons, donc on avait des archétypes, malgré tout, de garçons qui ont été mis en avant. Je pense à Thomas, l'architecte de l'intérieur, mais qui est en fait prof menuisier. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant avec Love is Blind, moi, c'est là où je me suis éclatée. C'est que je me suis pas du tout éclatée en regardant. Parce que j'étais énervée tout le long. Mais les réseaux sociaux, c'était magique. Et du coup, il y a eu énormément de vidéos qui ont été faites sur TikTok en particulier, de gens qui revenaient après, dont les ex. Et ça, c'était fou. Les ex, des personnes qui ont fait des recherches LinkedIn pour vérifier si les gens de Love is Blind avaient bien les mêmes travails dans la vie que ce qui était annoncé dans l'émission, parce que tout le monde a un taf hyper stylé, voilà, des notaires, architectes d'intérieur, machin truc. Et en fait, en checkant, il y en a très peu qui ont vraiment le même travail, dont Thomas, qui avait écrit architecte d'intérieur un peu stylax. Et en fait, il y a des gens qui disent non, pas du tout, il est même menuisier et même juste prof menuisier dans une école de menuiserie. Ce que je trouve personnellement extrêmement stylé et qui m'aurait plus hypé que architecte d'intérieur. C'est stylé, mais du coup, ils ont un peu... tu sens qu'ils ont un peu amélioré quand même pour des raisons d'image. C'est pas le seul à avoir menti sur son travail, j'ai pas retenu tout le monde, mais lui spécifiquement, il m'a énervé parce qu'en plus, il a un côté performative mâle qui m'a beaucoup énervé. Est-ce que c'est lui qui a menti ou est-ce que c'est la production qui s'est arrangée? Parce que moi, je me pose quand même la question. Je pense que c'est la production. Non, je pense que c'est la production parce que du coup, le fait est que tous ces gens il y a moyen de vérifier en 3 secondes parce que quelqu'un sur LinkedIn a pu vérifier beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est la production qui, pour des raisons d'image, a choisi des choses, des termes en tout cas qui avaient l'air un peu cool. Je crois que c'est le cas de Kim aussi. Il y avait un truc, elle était censée être clerc de notaire ou un truc comme ça. Elle est décrite comme juriste. Ah, juriste, non. Et en fait, oui, en fait, c'est pas le cas non plus. Et je crois qu'il y a eu une vidéo même il me semble, de Thomas en l'occurrence, qui était la personne avec qui elle était pairée, qui se moque d'elle et qui dit même qu'elle est chômeuse. En réalité, donc ils se sont même aussi fait des vidéos où ils se sont attaqués les uns les autres, ce qui est assez truculent. Donc dans les gens, donc on a donc Thomas l'architecte d'intérieur qui ne l'est pas, Van Mi qui est très pipou mais beaucoup trop timide pour participer à ce genre d'émission, Yannick le mec qui veut pas s'engager, ce qui est assez drôle, mais qui lui pour le coup a priori est méga riche. Les recherches qui ont été faites après montrent que c'est un multi-entrepreneur à succès, ce qui est pas trop mis en avant particulièrement dans le truc parce qu'il est en couple avec une autre entrepreneur, donc Tatiana, qui est montrée comme la femme qui a beaucoup de succès, et en face on lui met Yannick, qui est équivalent en fait en réalité. Ils ont toute une discussion parce qu'elle lui explique que elle veut un homme qui ait un certain stade de revenus, et que même si jamais elle perd son taf, elle ne veut pas baisser son niveau de vie. Donc forcément tout le monde a été crié elle est vénale, etc., etc. Et lui il est là en mode oui, elle peut pas sortir avec quelqu'un qui a le SMIC et tout. La narrative fait un peu en sorte de montrer comme si il gagnait pas très bien sa vie, alors qu'en fait si. Donc du coup on a Charles qui est un personnage qui se fait beaucoup critiquer même dans le programme. Il y a pas besoin de sortir pour qu'il se fasse critiquer lui, parce on dit qu'il est moche, qu'il est pas très charismatique. Moi ça m'a beaucoup énervé parce que il y a eu toute cette narrative où il hésitait entre 2 filles, donc Julie et Sarah la méchante, et quand et Julie qui est vraiment la gentille, la crème de la crème, et que quand les autres candidates le découvrent, elles sont là en mode ah non mais en plus il est petit, on dirait un lutin, il le shame vachement sur son physique. Je trouve ça très gratuit, sachant qu'en plus il a fait le bon choix, c'est-à-dire qu'entre la meuf méchante, même si lui était pas au courant que ce qu'elle disait était méchant, bon c'était quand même un peu des grosses piques et moi ça m'aurait fait red flag, mais bon pour un mec on peut imaginer qu'il le voit pas, il a choisi la gentille,
une personne extrêmement sensible. Et il l'a larguée comme une merde. Et voilà, est-ce qu'on est étonné? Pas du tout. Par SMS. Et du coup, on a aussi donc Alexandre, le mec où on sent pendant tout le programme qu'on ne sait pas pourquoi il est là, et qui se retrouve embarqué dans une histoire où c'est elle qui a envie, mais lui qui veut pas, et qui finit par se marier d'ailleurs. Pareil, on est en souffrance avec lui. Là, vraiment, il y a une empathie qui se crée de mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'as presque l'impression qu'il a pas osé dire non. C'est ça. Alors les théories, c'est que c'est parce que sa grand-mère avait fait le voyage, était là, machin, et disait en plus j'aurais pu être morte pour ton mariage, en fait je suis vivante. Donc du coup ça a un petit peu rajouté du le guilt trip. Et là de le la mec s'est grand-mère. dit bon, j'ai pas le choix, il faut que je me marie. Mais c'est pas cool parce qu'en face de lui, il avait quand même attends, je retrouve son nom. Hop. Si, Chloé, pardon. Oui, voilà. Et Chloé, qui est kiné, qui galère tout le long à essayer de lui faire dire gentiment qu'il l'aime parce qu'il veut pas lui dire qu'il l'aime parce qu'il l'aime pas. Ça m'a rendu triste pour elle parce que vraiment, elle est là en mode non, mais j'ai conscience que je t'aime plus que tu ne m'aimes, mais c'est pas grave, c'est ok. Et en plus, à un moment, elle explique, donc lui, il est passionné de montagne, de grimpe, de machin, très original, et comme tous les trentenaires, en fait. en moins bien quand même, c'est une mauvaise lesbienne, comme tous les trentenaires parisiens finalement qu'on trouve facilement, et du coup il l'emmène faire de l'escalade, elle accepte de faire de l'escalade alors qu'elle a le vertige. Je crois que c'est elle qui décide de lui organiser une activité. Oui, parce qu'en fait elle veut lui montrer qu'elle s'intéresse à ses activités, et lui il est là, oh elle est trop sympa, elle s'intéresse à mes activités, alors que si t'es au courant que ta partenaire a vraiment le vertige, tu te dis pas ça, tu te dis te fais pas chier, enfin je veux dire on fera autre chose. Puis alors moi ce qui m'a choqué dans cette séquence, c'est le manque d'empathie absolue. Quand elle fait une crise d'angoisse sur le mur. Elle fait une crise d'angoisse quand elle est perchée à 15 mètres de haut et qui lui dit saute, c'est comme faire du saut à l'élastique. Et elle n'en a évidemment pas fait puisqu'elle est elle a des gros problèmes de vertige. C'est vraiment nul. Dans les personnages qu'on a adoré détester, on a aussi Kim. Kim qui a été avec Thomas, donc le fameux menuisier, architecte d'intérieur, daron, machin truc. Moi j'aimais pas Alexandre dès le départ, mais Kim j'ai réussi à la détester plus qu'Alexandre, ce qui est quand même extrêmement fort. En fait elle a ce côté enfant gâté. Vraiment qui est assez surprenant, c'est-à-dire que elle le taquine sur ses manières, elle dit qu'elle a l'habitude de manger dans des restaurants étoilés, elle a des sacs de luxe, elle a son chien qu'elle appelle mon petit prince. je vais rien dire, mon chat a tous les meilleurs surnoms du monde. On est pareil avec nos chats, c'est pire que tout. Moi mon chat c'est ma beauté, mon enfant, mon bébé, tout ça, mais le fait est que elle dit un truc un peu émouvant une fois, et là j'ai été touchée par le personnage, qui est quand même la preuve aussi que parfois c'est possible aussi d'aller plus en profondeur chez les gens. C'est qu'elle dit qu'elle a pas eu d'enfant. Oui. Et qu'elle aimerait en avoir, et que comme elle a pas eu d'enfant parce qu'elle n'était pas avec une personne, enfin elle n'était pas en couple, du coup elle a pris un chien et que c'est devenu son enfant de substitution. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon de retourner les critiques qu'on pouvait lui faire, c'est-à-dire c'est le seul moment où je l'ai trouvée un peu humaine dans son attitude. Ça m'a beaucoup touchée déjà qu'elle ait le recul là-dessus, puis qu'elle l'exprime de cette manière-là, j'ai trouvé ça bien. Après, au demeurant, elle a passé son temps à shamer, en l'occurrence Thomas qu'on n'aime pas, mais sur le fait qu'il n'avait jamais été dans des restaurants étoilés. Effectivement, c'est pas juste dit comme ça, c'est juste c'est quoi, c'est Robuchon, c'est ça? Oui, c'est Robuchon. Oui, c'est ah non mais j'adore la purée Robuchon, t'as jamais goûté la purée Robuchon? Et en l'occurrence la purée Robuchon c'est censé être iconique machin, peu de gens vont y avoir accès. J'ai voulu en faire une fois. J'ai vu toutes les étapes et je me suis dit non. C'est littéralement des pommes de terre, du beurre. Voilà, c'est en vrai il y a plein d'étapes, mais le fait est que c'est aussi du snobisme, la façon dont c'est exprimé. Et d'ailleurs elle le dit, elle dit mes copines vont être tellement jalouses que j'ai été dans cet endroit machin. Et le but c'est vraiment ça. Et d'ailleurs c'est ça qui m'a un peu énervée, même si le casting était de trentenaires, donc de gens qui voulaient vraiment s'engager dans la vie, qui avaient déjà vécu, on est face à des gens qui ont des velléités à faire de l'influence. Oui, en réalité. Alors peut-être moins que ne peuvent l'avoir des candidats plus jeunes. Moi, je trouve que c'est intéressant que Netflix ils aient décidé de faire un casting avec que des trentenaires, parce que ils ont vraiment voulu trancher avec toutes les autres émissions de télé-réalité qui existent sur d'autres chaînes, que ce soit la Star Academy où l'âge maximum c'est 25 ans, que ce soit Secret Story où l'âge moyen c'est 23-24 ans. Ou même des télé-réalités qu'il y a pu avoir sur Netflix, genre ils ont fait The Circle version française, et je crois que la moyenne d'âge était aussi en dessous de 30 ans, donc ils ont vraiment voulu trancher sur ça. Et dans les versions internationales que j'ai vues, il y a souvent des personnes dans le casting qui sont beaucoup plus jeunes que ça. Je crois que le mec le plus jeune qui s'est marié dans une version de Love is Blind US avait 23 ans. Ouais, donc et il s'est marié avec une femme qui avait 10 ans de plus que lui, ça avait fait toute une polémique.
Bah là, moi j'aurais pu, tu vois, genre quand j'ai commencé à regarder, que j'ai vu les âges, je me suis dit ah cool, je vais pouvoir au moins avoir un peu d'identification. Il y a des darons, il y a des gens qui sont parents célibataires dans le programme, trop bien. Je vais pouvoir avoir le sentiment d'avoir un peu ma place. Alors, j'étais vraiment très très optimiste. C'est là que je vais te raconter une anecdote qui va te faire beaucoup rire. Dis-moi qu'il y avait vraiment une lesbienne dans l'histoire. Et donc du coup, pas du tout. J'ai quand même été très déçue parce que, en fait, dès les premières images, des moments où on les voit tous boire justement leur verre et prendre un apéro et faire connaissance les uns avec les autres, toutes les femmes sont sapées comme des bombes américaines. En fait, il y a eu ce truc où elles ont performé l'image qu'on a d'une télé-réalité américaine. C'est un peu imposé par le cadre. La mini-robe, le truc, le machin, tout avec des corps parfaits. D'ailleurs, c'est la blague un peu dans Love is Blind, c'est que les mecs, les blagues que posent les humoristes, c'est que des mecs poseraient des questions pour savoir si les meufs sont grosses ou pas. En l'occurrence, elles ne le sont jamais. Ce sont des femmes extrêmement normées et toutes belles. Elles sont toutes belles. Je ne dirais rien de méchant sur ce point-là. Vraiment, on a affaire à une forme de perfection physique qui est un peu triste parce qu'il y a une uniformisation. Un élément qui a été remarqué, c'est qu'il y avait énormément de personnes d'origine asiatique. Oui. Ce qui est énormément. Encore une fois, non, pas énormément. Bien. Mais il y avait une bonne représentation en termes d'origine. Ouais. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans les versions internationales de Love is Blind. Mais moi, vraiment, je me suis fait la réflexion que c'était vraiment une très très belle image de la scène célibataire des trentenaires parisiens. Parce qu'en fait, sur les mecs qu'on a vus, il y en a 2 avec qui j'avais matché sur Tinder par le passé. Oh, alors je savais que je ne dirais pas lesquels. Ah, c'est encore meilleur. Je te remercie parce que je me suis pas tapé tout ça pour rien. Voilà. Non, tu vas me dire lesquels? Je te les dirai en privé. D'accord, ok. Alors, on ne vous le dira pas devant le public. Mais j'ai trop hâte que tu me le dises. Voilà. On garde ça pour la fin. On va finir ce programme maintenant pour que tu me dises tout de suite. Mais c'est pour ça que je me suis dit, c'est vraiment la scène parisienne. Et d'ailleurs, il s'est avéré que c'est Tatiana, je crois, qui s'est rendu compte que le mec avec qui elle était fiancée était l'ex d'une nana qu'elle considère comme sa sœur, comme une amie. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais en fait, c'est un petit monde. Alors, tu me dis le petit monde du dating et tout, mais spécifique quand même. Parce que du coup, le côté entrepreneur, machin, il y a de la thune quand même. Tu vois, il y a de l'argent. Il y a des trucs d'apparence. Donc, à mon avis, ils vont tous dans les mêmes clubs, les mêmes bars, les mêmes restos, effectivement. Donc oui, c'est ce petit monde-là, oui. Moi, en l'occurrence, il y a des personnes que je connaissais dans le programme. Alors, moi, c'est un truc que je fais tout le temps quand je vois des émissions de télé-réalité, c'est que quand je vais chercher les candidats sur Instagram, je regarde si j'ai des personnes en commun avec elles. Et généralement, je vais faire ça avant que les émissions soient diffusées, parce que comme ça, c'est pas les gens qui vont le suivre parce qu'ils sont fans ou quoi. Et du coup, dès que Netflix a annoncé le casting, je suis allée faire mes petites recherches. Et évidemment, j'ai vu qu'avec les 3/4 des candidats, j'avais au moins 4 ou 5 personnes en commun sur les réseaux sociaux avec elles. C'est un peu le problème pour moi, ce genre d'expérience, c'est qu'à chaque fois, c'est focalisé sur une ville. Ce qui est normal parce qu'ils n'ont pas envie de faire rencontrer quelqu'un qui habite à Paris, à Marseille. C'est ça. Et encore, en France, ça reste à taille humaine. Aux États-Unis, t'as pas envie de mettre en couple quelqu'un qui habite sur la côte Est et quelqu'un qui habite sur la côte Ouest. Mais il y a la problématique dans l'amour et dans le pré, de gens qui parfois sont dans des niveaux géographiques assez différents, enfin assez loin. Et c'est une problématique qui revient souvent dans le programme. Il faut en parler, il faut l'organiser, machin. Ça joue sur le fait que les gens se voient peu et tout. Là, comme il y a ce truc, en fait, c'est même pour des questions de production, tout simplement. Je pense que c'est 1000 fois plus simple de dire on prend tous les Parisiens de ce coin-là, on secoue, on en chope 16 d'un côté, 16 de l'autre, on les fout dans des pods. Ça, je pense que c'est plus simple que de faire venir des gens d'un peu partout. Et c'est d'ailleurs en ça que le Loft à l'époque était intéressant. C'est qu'ils avaient été chercher, en dehors du fait que c'est un programme iconique, historique, ils avaient été chercher des gens de toute la France. Mais c'est vrai qu'en France, on a une tendance. Après, moi, je trouve que c'est bien que Paris soit représenté aussi, parce que dans la télé-réalité, on a beaucoup des gens du Nord, des gens du Sud. Et que le côté parisien, même si nous on les connaît très bien vu qu'on habite dedans tout le temps et on les voit sans arrêt, c'est pas toujours représenté dans la télé-réalité en tout cas. Quand on a préparé ce programme, en dehors de la grosse surprise que tu vas me donner après, vous aviez matché en... J'avais matché avec 2 d'entre eux, je ne les ai jamais rencontrés. Ils t'avaient matché back et tout? Vous avez parlé? Oui.
Waouh, ok. C'était à une époque lointaine, à l'époque où je fréquentais encore des hommes. Ouais, bah tu m'étonnes. Et je sais si ça date. J'aurais préféré que tu me sortes un nom de meuf là de l'émission. J'aurais préféré aussi. Tu vas me balancer un gros Charles. Alors du coup, quand on a annoncé qu'on préparait ce programme, notre producteur nous a proposé des petites questions qu'on pouvait se poser, dont avec qui vous auriez matché dans le programme. Alors je te demande pas de me donner les noms, et en plus d'ailleurs on ne le dira pas, c'est des gens avec qui t'as précédemment matché. Est-ce qu'il y a des gens en regardant le truc où tu t'es dit peut-être en dehors de leur genre, c'est-à-dire même homme ou femme, on s'en fout, on te jugera pas. On va jouer le jeu sur le côté des hommes. Celui avec qui je me suis dit que j'aurais matché au début et pas après, parce que petit à petit il m'a déçu, c'était Charles. Déjà parce que physiquement c'est mon genre de mec. Je le trouvais gentil, je trouvais que son histoire était ultra touchante. Il avait un côté je veux fonder une famille, c'est des valeurs qui me parlent. Et du coup je me suis dit si vraiment je devais choisir un homme dedans, ce serait lui. Ok. Et du côté des nanas, c'était Julie. Mais moi aussi, mon coup de cœur absolu, Julie, on t'aime. Mais moi, j'adore. Dans un épisode de notre podcast nous raconter ton expérience. Julie, quand tu te fais shamer par Charles pour le fait que tu fasses pas le ménage, j'étais avec toi. J'étais en train de me dire, ok meuf, on est pareil. Quand Sarah se moquait de toi et de ta vie, j'étais prête à monter au créneau et à me battre pour toi aussi. Surtout que là, pour le coup, ça c'est un truc dont on n'a pas parlé encore tout à fait, mais il y a eu un aspect aussi dans Love is Blind qui était problématique. C'était le rapport à la sexualité. Du coup, a priori, Julie était une des personnes qui disait, bah c'est important en fait, et il faut qu'on en parle. Donc, sans forcément avoir détaillé tout le Kama Sutra, elle l'explique bien. Elle dit, j'ai parlé du fait que la sexualité, j'en parlerai dans les pods. On ne sait pas ce qu'elle a dit exactement aux filles. Enfin, après, personne aussi va se faire tuer pour une blague de cul. A priori, c'était pas le cas vu sa personnalité, mais le fait est qu'en tout cas, elle a dit que c'était important. Et Sarah, qui, elle, a dit ma famille regardera le programme. Moi, je suis pas du genre à parler de sexualité, donc du coup, je n'aborderai même pas la question avec la personne avec qui je parle dans les pods. Ce qui est son droit. C'est son droit, mais du coup, derrière, il y a eu du slut-shaming. Oui. Puisque du coup, une meuf qui... Si elle ne s'était pas permise de faire du slut-shaming, moi, ça m'aurait posé aucun problème. Non plus, mais là, le fait est que je trouve que derrière aller attaquer quelqu'un, une femme en l'occurrence, sur le fait qu'elle ait dit que c'était important, parce que même en vrai objectivement je trouve ça important. Je trouve que t'as entre 30 et 35 ans, t'as déjà vécu ta vie machin, et tu vas potentiellement épouser une personne inconnue. Si tu parles pas un tout petit peu de sexualité, c'est quand même chelou, quoi. Bah, moi, franchement, parfois, je me pose la question, parce que du coup, vraiment, on suit les couples dans les pods et après, et parfois, je me dis, ils abordent des sujets qu'ils auraient dû aborder dès le début. T'en as qui découvrent au bout de 3-4 semaines avec une personne que... là, en l'occurrence, je vais parler de la version américaine parce qu'il y a moins eu de cas comme ça en France. T'as une nana qui découvre que en fait, son fiancé de 29 ans vit encore dans le sous-sol de ses parents et que c'est lui qui paye la facture de téléphone. Enfin, que c'est ses parents qui payent sa facture de téléphone. Après, c'est un peu à lui dire, je pense. Parce que du coup, tu penses pas à poser la question. Au fait, est-ce que t'habites encore chez ta mère ? En vrai, moi, si. Ça, c'est des questions que je pose. Toi, tu poses cette question ? Oui. Je la posais spécifiquement aux mecs à l'époque où je datais parce que je ne voulais pas dater par choix des hommes qui vivaient encore chez leurs parents. Mais moi, j'ai jamais sauf cas exceptionnel où ils étaient aidants. À 30 ans. Ok. Parce qu'en fait, il y en avait qui te répondaient ouais. Ok. Et pour moi, si ils ont un job et qu'ils sont pas aidants, il y a très peu de raisons pour lesquelles ils devraient encore vivre chez leurs parents. La dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller faire un date chez les parents d'un mec. De toute façon. Bah, puis même plus quand t'es ado, quand t'es en jeune adulte, quoi, mais après non. Mais d'accord, ok. Ah bah, tu vois, alors, vraiment, en fait, ça me paraît tellement pas évident, parce que du coup, encore une fois, les situations des gens, on sait pas. Oui. Mais de poser la question tellement le cas de figure est courant, non. Et je me dis après que si c'était mon cas, si j'habitais encore chez mes parents, je pense que je ferais un disclaimer et je le dirais moi-même, avant que la personne doive le demander, quoi. Bah, c'est ça. Il y a plein d'autres questions qui n'ont pas été évoquées. Alors, typiquement, il y a eu une dispute entre Tatiana et Yannick au niveau des finances. Pour moi, quand tu as des discussions avec quelqu'un dans le but de te marier, les finances, c'est un sujet qui est hyper important à aborder. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait du 50-50 ? Est-ce qu'on fait du prorata ? Alors moi, j'ai trouvé que Tatiana était hyper carrée là-dessus. Et en plus, il y avait une question de rendez-vous chez le notaire. Oui, parce où qu'ils tu sentais qu'ils avaient voulu faire carré le truc. Et là, c'est lui qui a freiné des cas de fer. Et on sentait que dans la conversation... Alors soit il voulait pas que la conversation soit filmée, ce qui est possible aussi. Ce qui est possible. Mais le fait est que le mec assez clairement a bloqué toute forme d'avancée du couple, en n'allant pas à un rendez-vous chez le notaire pour gérer ça, et en refusant d'en parler avec elle, alors qu'elle a dit
donne-moi ton opinion. Et elle était pas en train de c'était pas un test, c'était pas pour le chercher et tout machin. Il avait juste besoin de dire quelle était son opinion sur cette question. Il a pas répondu. Moi, je trouve que quand t'es un entrepreneur, que en plus elle a un enfant, ce qui joue, c'est un élément important. Mais quand t'as ton entreprise, bah déjà tu fais un prenup. Enfin, tu fais un contrat de mariage. Il y a pas de débat là-dessus. Mais là, je sais pas si c'était imposé à tous les couples, mais moi, je pense que dans tous les cas, je l'aurais fait. Surtout vu le cadre de l'émission. Voilà, tu fais un contrat de séparation des biens. T'épouses quelqu'un que tu connais depuis 15 jours, évidemment que tu fais un contrat, quoi. Mais alors, c'est marrant parce que ça, ils ont vraiment insisté là-dessus dans la version française. Dans la version US, je ne compte plus le nombre de cas de personnes qui étaient offusquées à l'idée de faire un prenup. C'est marrant. Alors que culturellement, je pensais que ça se faisait plus chez eux. Parce que en France, la culture va vers le régime de la communauté des biens, donc pas le contrat de mariage. Et là, je me dis, c'est une question d'âge aussi, c'est qu'à partir d'une trentaine d'années, quand t'as déjà monté, je te dis pas un patrimoine déconnant, mais bah du coup peut-être déjà propriétaire de ton appart, ça, tu peux avoir ton entreprise, ou même des trucs plus courts, encore une fois, même ton entreprise, et qui peut être une auto-entreprise par exemple. Bah du coup, tu fais un contrat et ça te permet de sauver ce qui t'appartient réellement, quoi. Surtout encore une fois quand t'as des enfants. Donc là-dessus, ouais. Donc attends, on revient aux questions. Moi, j'ai pas répondu sur qui j'aurais matché. J'avais dit. Alors, toi, t'aurais matché sur qui? Ouais, sur Julie. Julie aussi. À un moment, j'ai hésité sur Sabrina, mais son côté hyper jalouse m'a complètement bloquée. Mais le fait qu'elle soit aidante familiale, j'ai trouvé que par rapport à à beaucoup d'autres femmes, en l'occurrence du programme, elle avait ce truc en plus de pas être juste aussi une apparence et d'avoir cet aspect. Et en plus, en l'occurrence, c'est sa mère et dans le programme et montrer aussi. Et je trouve que ça fait beaucoup pour la représentation et montrer que bah du coup sa mère peut aller au dîner machin. En l'occurrence, elle refuse de manger et tout, mais le fait est que très bonne représentation d'Alzheimer. J'ai trouvé que c'était pas du spectacle. Ça aurait pu, hein. Oui. Mais ça l'était pas. C'était bien fait. C'était pudique et en même temps c'était bien et ça mettait bien en avant Sabrina. Donc alors elle serait moins jalouse. Et en plus elle était jalouse avec Vandemi, quoi, quand même, qui a le mec carré par excellence. J'étais là genre bon. Tu sens que c'est la meuf qui est polytraumatisée, qui a été trompée par la moitié de ses ex. C'est sûr. Et en plus, elle est hyper belle et tout, machin. Mais voilà, elle mérite qu'on la traite bien et que tous ces traumas soient soignés. Ce qui est le cas aussi quand t'as une trentaine d'années et que tu dates, c'est-à-dire que tu ne dates que des personnes qui ont des traumas, surtout des femmes. Donc, des gens qui arrivent avec leur bagage. Vas-y, tu as une question. J'ai une question. J'ai oublié ma question. J'ai complètement. Oui, alors, toujours dans les questions que notre producteur nous a suggérées, avec qui tu m'aurais vu, toi? Alors, c'est un grand débat. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. En fait, je t'ai pairé de manière drôle. En fait, je me suis dit, ce serait très drôle que tu sois avec Clément. Et là, tu vas me dire, c'est qui Clément? Parce que t'as pas le crypto-gros, là? Alors, est-ce que c'est un crypto-gros? Je sais pas. Je sais pas, mais il a une dégaine de banquier. Alors, c'est le mec qui n'est pas dans les couples. Oui, il bosse dans la finance, il a failli matcher avec Kim. Exactement. Oui, non. Et c'est un mec qui discute avec Kim, qui, je sais pas, a une sorte d'orgasme intellectuel, genre, en plus, elle dit premier Doug, et ça m'a rendu ouf, je l'ai noté sur mon portable. Premier degré, 2025, elle dit, je suis sapiosexuelle. Ça devrait être interdit. Mais c'est lui qui l'a dit, non? Non, mais elle l'a dit, elle l'a redit. Il y a un mec qui l'a dit, je suis sapiosexuelle. Peut-être, je pense, Thomas. Si, non, c'est... Comment il s'appelle? Je sais pas, je l'ai plus. J'ai plus... Mais du coup, je vous le dis, sapiosexuel, c'est un terme aujourd'hui, c'est une blague. Personne ne dit, moi, je n'ai envie de baiser qu'avec des gens très cons. Enfin, je veux dire, vraiment, ça n'arrive pas. Moi, tu m'as matché avec l'archétype du mec de droite. C'est que du coup, il m'a fait rire, parce que je me suis... Mais en fait, c'est tout m'a fait rire, et je trouverais ça peut-être drôle, et je pense qu'il y a moyen de le détourner en quelque chose de beaucoup plus fun. Et donc, il a peut-être besoin de sortir de sa zone de confort, et que tu pourrais lui apporter cette dose de fun. Mais je t'avoue que juste parce que je suis un peu sadique, je me suis dit, ce serait trop marrant. Tu me détestes, en fait. Ah, non. mais en meuf, en vrai, j'adorais que tu sois avec Julie aussi. Bah oui, mais je pense qu'on va faire un trouble avec Julie. C'est ça, Julie, on sera un excellent polycule. On t'invite et on fait un trouble avec toi. Non, et on fera pas à manger ensemble, promis. Enfin, moi je le ferai de temps en temps. Moi je fais à manger quand tu veux. Voilà, c'est ça. Moi je ferai le ménage un petit peu. Moi je t'aurais mise avec aucun mec. Mais bien sûr, ils sont tous nuls. Par contre, moi je te voyais avec Cynthia.
Alors Cynthia, oh, eh ben écoute, alors C'est la meuf qui s'est fait pêche par le mec parce qu'elle était trop grande. je me ferais bolos, elle est magnifique, elle est d'une belle. beauté, elle est magnifique. Cynthia, tu es splendide. Alors Cynthia, tu es splendide et je mesure 1m59 et demi, donc je pense que ce serait particulièrement spécial notre couple. On aurait du mal à faire des photos ensemble. Ma femme fait 1m80, on s'en sort très bien. C'est vrai, on peut tout faire. Mais en tout cas, elle était magnifique et elle, il y a eu c'est un cas particulier aussi puisque du coup, donc c'est une femme noire et elle s'est fait accuser d'avoir trop de caractère en gros. Oh bah quelle surprise. C'est une femme noire, grande et avec un peu plus de Alors forme. il y a deux choses, c'est qu'on l'a shamée pour une histoire de chaussures à talons, c'est-à-dire que le mec lui a dit c'est pas un problème que tu sois grande et qu'après il l'a shamée pour des chaussures à talons. Genre tu savais qu'on allait me vanner pour ça. C'est lui qui a dit qu'il était sapiosexuel. Ah bah c'est un con. Vraiment, alors, Ça confirme. Le contexte, c'est vraiment, il dit oh là là, t'es trop bien habillée, quelles chaussures tu vas mettre avec ça? Elle lui répond j'ai 2 options. Les tongs. Les tongs, qui sont confortables, qui sont mignonnes, il y a une petite fleur dessus, blablabla. Ou mes splendides escarpins que j'adore porter parce que moi je suis une girly girl qui aime porter des talons, j'assume le fait d'être grande, etc., etc. Il lui dit mais tu sais ma chérie, moi je t'aime comme tu es, tu choisis les chaussures que tu veux. Mais il a essayé de la manipuler surtout. Elle dit pas de problème, je prends les chaussures à talons. Et là il la regarde, il lui fait ah ouais donc en fait t'en as rien à foutre de ce que je pense et du fait que tout le monde va se foutre de ma gueule. Surtout qu'on a vu personne, alors peut-être que c'est le montage mais il nous montre personne se moquer de lui. Et par contre toutes les meufs se rendent compte qu'elle apporte pas de talons. Ouais, parce que mais puis en fait c'est dégueulasse. En fait c'est juste dégueulasse, c'est un red flag. Il y a dans la question, il y avait la liste des red flags et bah ça c'est un red flag. Beaucoup de red flags. Sarah est un red flag humain. On va se prendre un procès en diffamation. Je suis désolée mais voilà. Et j'ai rien dit de méchant, j'ai dit c'est un red flag. C'est vrai. Qui parle. Et du coup et là en l'occurrence cette histoire de talons c'est gravissime en réalité. On pourrait croire que c'est anecdotique, mais c'est surtout c'est-à-dire que tout ce que tu dis, c'est-à-dire les questions qu'il a posées avant, la façon dont il s'exprime, c'est du gaslighting. Et c'est dégueulasse. Et après, il lui reproche que hors caméra, que pendant les caméras, elle est sympa et que hors caméra, elle est odieuse. On ne sait donc pas, puisque nous ne voyons pas sans les caméras. Mais en gros, il est extrêmement agressif et il lui reproche de s'énerver. Et c'est un reproche qu'on fait régulièrement aux femmes noires, d'avoir trop de caractère, ce qu'on leur dit, d'avoir du caractère, d'être des tigresses, des lionnes, ce que vous voulez, ce qui est un truc à la fois exotisé et reproché. Et là, on rentre dans ce trope-là de la femme noire qui est en colère. Et c'est un énorme problème. Donc ce mec est vraiment, s'il est sapiosexuel, c'est très inquiétant parce qu'en tout cas lui il n'a pas le niveau pour ne pas connaître tout ça et ne pas tomber dans ses écueils. Donc Cynthia, ouais, carrément. Je pense qu'elle me bolosserait assez vite en termes de caractère parce que moi pour le coup je suis une vraie flaque, mais pourquoi pas, j'adorerais. Porte des talons et traite-moi mal, Cynthia, j'adorerais. Lucie vient de dire je suis une bottom. J'ai pas dit ça. T'as dit je suis une flaque, moi c'est pareil. Donc, non mais très bien, on note. Lucille, flaque. Dans les questions, il y a des green flags. Est-ce qu'on a vu, parce qu'on parle de tous les trucs qui ne vont pas, est-ce qu'il y a des green flags toi, dans l'émission? Sabrina qui s'occupe de sa maman. Parler des aidants familiaux. Voilà, des aidants. Tatiana qui dit tout le temps je refuse de changer les habitudes de mon fils, je ne le ferai pas changer d'école pour un homme. Voilà. Tatiana qui fait passer son fils en priorité. Et Yannick qui a des réactions de con à chaque fois avec ça, qui dit tu pourrais m'en parler, tu pourrais me demander mon avis, mais en fait il n'y a pas d'avis à avoir. Moi aussi j'ai des enfants, une personne qui arrive dans ma vie, elle prend toutes les contraintes qui vont avec. Et il y a un commentaire que j'ai entendu, je ne saurais plus qui l'a dit, mais en mode il ou elle a un gosse, donc du coup ça veut dire que tu pourras passer moins de temps avec parce que il y aura toujours le gosse entre vous deux. Je sais plus si c'est un mec ou une femme qui a prononcé cette phrase, mais j'étais là en mode non. Bah déjà cette personne ne comprend pas le concept de garde partagée. C'est ça. Et puis en fait c'est pas comme ça que fonctionnent les relations et être parent et tout. Et puis globalement quand une personne arrive dans la vie aussi, c'est pour avoir aussi un rôle de beau-parent. Et du coup l'enfant n'est pas un ennemi. Mais c'est potentiellement quelqu'un que tu vas aimer. D'ailleurs on espère que tu vas l'aimer. D'ailleurs c'est conseillé. Là, dans le cadre de cette télé-réalité, on peut pas mettre en scène des enfants. C'est pas bien. D'ailleurs, tout le monde protège les enfants et c'est une très bonne chose. Par contre, c'est vrai que dans la vraie vie,
moi j'imagine pas qu'on aille jusqu'au mariage avec quelqu'un que je connais depuis 15 jours, bon, contexte, mais qui n'a pas encore rencontré mon enfant ou à qui ça se passe pas bien avec l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a une question entre la théorie, on sait ce que c'est de dater des personnes qui n'ont pas d'enfants, je parle pour les gens qui en ont, la théorie de moi j'aime bien les enfants, je trouve ça mignon et tout, et la vraie vie. Et donc du coup il faut au moins confronter là-dessus. Et d'ailleurs je pense que c'est pour ça l'émission s'arrêterait très vite, parce qu'en fait les enfants diraient tout de suite non. Et ça arrêterait tout le truc, mais en vrai ouais, ça je trouve que c'est pas représentatif de, pour le coup, comment ça devrait un peu plus fonctionner, comment ça fonctionne dans la vie. On dirait que les enfants c'est un truc un peu en plus. D'ailleurs techniquement on rencontre le chien de Kim, il y a une rencontre avec le chien de Kim, genre je te présente mon bébé, il est trop mignon, et il y a pas de rencontre avec les enfants. Enfin il y a Thomas qui est là en mode elle a tellement personnifié son chien, il parle trop mal du chien. Après il est très mignon. Enfin, genre moi j'aurais un chien comme ça, je parlerais pareil, mais bon du coup moi ce qui m'a choqué c'est la façon dont Thomas il en parle en mode enfin ça reste un chien. Qu'en fait, quand t'as des animaux de compagnie, tu sais que ça peut être un red flag. Ouais. Ça peut être un red flag. Quelqu'un qui dit ça, genre c'est qu'un chien, c'est qu'un chat, à titre perso. Donc ça, là pour le coup, c'est un red flag très personnel. Toi, t'es d'accord? Moi, je trouve ça aussi, je trouve ça mignon quand elle dit il est pas content, et il fait non. Et en fait, elle connaît son chien en fait. Donc puis même si elle a envie d'inventer une psyché à son chien, elle fait ce qu'elle veut. Mais je pense qu'on peut pas lui reprocher. Je pense que c'est très authentique l'amour qu'elle porte à cet animal. Je pense que peut-être lui s'est dit, je suis pas aussi chiant avec mon enfant, avec ma fille, je lui impose pas autant ce truc-là, et donc peut-être qu'il a comparé les deux situations, qui s'est dit elle amène un chien, même s'il est très mignon, et moi j'amène ma fille, c'est quand même pas la même chose. Je peux comprendre ça aussi. Pour clôturer cet épisode, parce que sinon on va finir par faire un épisode de podcast qui va être beaucoup plus long qu'un épisode de Love is Blind. C'est marrant, on dirait pas que j'ai détesté. Est-ce que tu vas regarder s'il y a une saison 2? Alors, parce que tu me dis que peut-être Teddy Riner va être meilleur en saison 2, peut-être que je vais me chauffer pour regarder un épisode. Non, en fait je pense que je vais regarder le casting. Parce que je vais voir s'il y a une évolution de ce casting-là. Ça m'intéresse de voir comment ça va évoluer. Peut-être que je regarderai juste les pods. Parce qu'en fait, toute la partie que je préfère, c'est la partie des pods. Et toute la partie après, full drama, ils font des apéros, ils sont tous un peu bourrés, ils se racontent que de la merde, ils gueulent et tout. Ça, ouais, mais moi du coup, ça me fait chier. Et donc vraiment, ouais, les pods, je trouve qu'il y a plus de trucs sur la psychologie là pour le coup, et plus de spectacles et plus de trucs importants qui sont dits à ce moment-là, humainement. Donc ouais, moi, très serious business en fait. Je regarde pas du tout comme une. Mais ouais, je pense que je regarderai au moins les pods. Et en vrai, il y en a pas tant que ça. Il y a peut-être 2-3 épisodes sur les pods et c'est tout. Je crois que c'est ça, ouais. Après, ils partent en lune de miel et tout, c'est chiant. Très bien. Voilà. Et écoutez, moi je regarderai la prochaine saison. Et d'ailleurs, attends, je fais une parenthèse, mais il y a vachement plus de cul dans L'amour est dans le pré que dans Love is Blind, et je ne sais pas si c'est l'influence américaine ou si c'est les gens qui ont été choisis ou quoi, mais je trouve que dans L'amour est dans le pré, toutes les saisons maintenant, on a des personnages qui parlent de... Alors c'est extrême, moi ça me met mal à l'aise, mais qui le matin font des références à ça machin, qui le soir disent ah oui, je vais te mettre bien ce soir. Ils le font plus dans la version US pour le coup. Dans Love is Blind? Ouais. Parce que là, je trouve qu'il y a eu ce truc. Alors Julie très bien, mais Julie elle a dormi dans un lit séparé pendant 4 plombs. Et puis d'ailleurs globalement, il a été très vite dit, du coup comme il y a eu très vite l'ambiance Sarah, genre t'es une chouin machin, et que les autres ont suivi le groupe, il y a eu cette bande de filles qui a suivi ce truc, le shaming a joué, je pense, sur l'ambiance du groupe aussi. Donc peut-être, j'attends de voir si en saison 2, potentiellement, on verra ça très vite, il y a une place un petit peu plus à la sexualité et à la tendresse aussi, même à des trucs comme ça. Ce que là, j'ai trouvé pas très très probant, quoi. Mais écoutez, à voir pour la saison 2. Voilà. On va clôturer cet épisode en rappelant que Laetitia et Lucille présentent Love is Blind, du coup, est un podcast TDA Prod, produit et réalisé par Benjamin Saeptem-Ours et enregistré chez Madame Chat. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes d'écoute comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez des commentaires, etc., etc. Merci d'avoir accepté de regarder Love is Blind pour moi, Lucille. J'ai sacrifié 10 heures de ma vie pour toi. Et j'en sacrifierai beaucoup. Et c'est pour ça qu'on est amis. Et à très bientôt. À très vite.